Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Veto du mois. Chez Vet Masterclass, nous avons à cœur de vous accompagner dans votre quotidien de vétérinaire, mais aussi de manager ou simplement de vous faire découvrir de nouvelles inspirations. Le Veto du mois est pour nous un moment partagé avec des vétérinaires emblématiques de la profession. Un moment pour essayer de décrypter ensemble le parcours d'un invité, sa vision de la profession, des anecdotes, des conseils ou encore des difficultés rencontrées. Bref, partagez le temps d'une interview, l'expérience de vétérinaires inspirants, des rencontres conviviales, comme si nous étions dans votre salon au coin du feu. Aujourd'hui, nous accueillons pour ce nouvel épisode Emmanuelle Van Erck, une vétérinaire incontournable lorsque nous parlons de médecine sportive et médecine interne, avec bien sûr un petit faible pour les voies respiratoires. Sa passion, le cheval sous toutes ses formes. Difficile de vous résumer en quelques mots le parcours incroyable d'Emmanuelle. Je vous laisse le plaisir de découvrir cette rencontre aussi touchante que captivante, mêlant émotion, simplicité et émerveillement. Olivier Geffroy nous emmène dès maintenant à la rencontre d'Emmanuelle Van Erck. Bien, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous partager ma conversation avec Emmanuelle Van Erck. Je ne sais pas si c'est utile de la présenter, tant elle est connue dans notre milieu. Après un début de carrière académique en médecine sportive, elle a combiné activité clinique, recherche, enseignement. Puis Emmanuelle a fondé sa pratique ambulatoire Equine Sports Medicine Practice. Basée en Belgique, elle se déplace dans le monde entier pour suivre des chevaux de sport ou de course afin d'optimiser leur performance ou de trouver les causes de leur contre-performance. Elle prend toujours en compte l'environnement du cheval et du cavalier. Elle est spécialiste en médecine et elle effectue des missions de recherche auprès de différents acteurs de la filière à Hong Kong, en Belgique, un peu partout. Elle est aussi présidente de la Société des praticiens équins belges, donc un sacré pédigré. Et voilà, elle aime bien citer Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Emmanuelle, je suis ravi de t'accueillir et d'avoir cette conversation avec toi. Ah bah merci. C'est un plaisir d'échanger toujours. Ouais. Alors c'est amusant parce qu'on se connaît depuis longtemps. Je te vois comme ça à des congrès, au CIRAL, etc. Et quand je pense à ça, je te vois sourire et souvent rire. Alors, et quel est ton secret, ce sourire optimiste, cette façon ça Je vient sais d'où pas. cette philosophie de vie? Je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, je crois que j'ai toujours su que je voulais devenir vétérinaire. Et j'ai la chance, je pense, d'avoir garder une âme un peu d'enfant, de pouvoir m'émerveiller de ce qui m'entoure. Et du coup, bah, je trouve que les moindres petites choses qu'on peut voir au quotidien ont parfois une certaine magie. Et donc, je suis reconnaissante d'avoir je sais pas, cette qualité, si c'est une qualité, mais en tout cas, ça met le sourire quand on se lève le matin, puisqu'on sait que on va découvrir des choses nouvelles, rencontrer des gens nouveaux, apprendre davantage, nourrir sa curiosité. Donc, voilà. Sûr, oui, je crois que c'est une qualité, c'est même une belle qualité. Et c'était une qualité un peu familiale. Tu as eu ça dans ton héritage génétique ou... Alors, je sais pas, mais en tout cas, bon, je viens d'une famille qui était catholique pratiquante, et je dois dire que je ne le suis plus maintenant, mais ça m'a apporté quelque chose de l'ordre de l'émerveillement de la création en général. Alors, à l'époque, c'était la création divine. Maintenant, je sais pas trop si c'est divin ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a nourrie étant petite. Voilà. Et puis j'ai toujours adoré les animaux et la nature aussi. La magie de la création. C'est vrai que quand je faisais le cours à l'école Veto sur la cicatrisation et qu'on rentre dans les mécanismes actifs, je disais aux élèves, à la fin de ce cours, vous serez sans doute pas loin de croire en Dieu. Ouais. Mais il y a parfois une perfection dans les choses de la nature qui est complètement bluffante. Incroyable. Et que ce soit les choses les plus petites au niveau cellulaire ou moléculaire, quand on voit la complexité de certains mécanismes physiologiques, jusqu'à les découvertes qui sont dans l'univers,
je trouve qu'on a une chance incroyable. On est sur une planète extraordinaire et on a comme ça des cadeaux gratuits de pouvoir découvrir des choses magnifiques au jour le jour. Donc il faut essayer de s'extraire de la routine pour pouvoir garder cette fraîcheur et cet émerveillement, je crois. Super. Alors, est-ce que c'est une philosophie que tu as essayé de transmettre à tes enfants et comment tu t'y es pris aussi? Ouh, alors ça, bah, je dois dire maintenant ils sont grands, donc j'ai un certain recul sur ce qu'on a fait. J'ai essayé de leur donner, oui, la curiosité. Et on a beaucoup voyagé quand ils étaient petits, et même plus tard, pour qu'ils aient ce goût de la découverte. Et ouais, je crois qu'ils sont bien dans leur basket. Franchement, c'est un plaisir de les voir maintenant. Ils sont, voilà, il n'y a plus personne à la maison, mais ils suivent chacun leur chemin. Et je crois que ils ont l'air, donc ce sont des garçons, j'ai 3 garçons, ça a l'air d'être des jeunes hommes épanouis et qui ont trouvé une voie dans laquelle ils ont envie de développer leur vie. Donc, On dit que le rire est communicatif, donc ils ont dû être à bonne école. Alors, si on en revient, j'allais dire, au commencement, commençons par le début. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu t'es vu vétérinaire? euh, probablement au moment où j'ai mes premiers souvenirs, c'est-à-dire vers l'âge de 3 ans, j'avais une passion pour les pluches. Et je les collectionnais parce que j'aimais bien, c'était doux, c'était mignon. Et je ne sais pas si c'est ça qui a déclenché quelque chose, mais d'aussi loin que je m'en souvienne, c'est vraiment le métier de vétérinaire que j'avais envie de faire et absolument rien d'autre. Donc quelque part, c'était assez facile parce que du coup, j'avais une voie qui était toute tracée. D'un autre côté, bah, si j'avais pas pu faire ces études-là, je sais pas ce que j'aurais fait de ma vie parce que il y avait vraiment que ça. Donc c'est plus en fait tu rêvais de les soigner. C'est ça. Donc je leur collais des pansements qui ne se décollaient pas. C'était La légende familiale veut que je faisais un petit trou à l'arrière des peluches pour pouvoir leur prendre la température. au bon endroit, j'espère. C'est ça. Alors, est-ce que tu te souviens comment tu le voyais ce métier de vétérinaire? C'est la vision que tu avais de la vie du vétérinaire C'était quand tu vraiment étais... le contact avec les animaux. Et donc, j'avais pas du tout intégré que dans le métier de vétérinaire, il y avait aussi des humains. Et ça a été une révélation tardive. Mais, mais voilà, on a toujours eu des animaux à la maison. J'ai fait du cheval relativement tôt. Ma grand-mère faisait du cheval. Mes parents ont fait du cheval. Donc voilà, il y avait une ambiance familiale propice à- au contact avec les animaux. Et donc, du coup, pourquoi le cheval ça, c'était une évidence d'emblée ou c'est venu un peu plus tard? Au début, j'avais pas. Au début de mes études vétérinaires, bon, je faisais du cheval, mais j'étais pas encore décidée si je voulais faire petits animaux et ou chevaux ou les deux. Et c'est en faisant des stages en troisième et en quatrième année que j'ai exclu les petits animaux. Et principalement pour des raisons de contact avec les propriétaires qui me paraissaient compliquées à long terme à gérer. Ce que j'aimais bien dans le cheval, c'était vraiment l'aspect sportif, pouvoir voilà, combiner à la fois le métier de vétérinaire à un métier de coach sportif ou de suivi sportif des chevaux. Et, euh, Et puis, l'aspect économique aussi, c'est-à-dire que c'est une filière qui fait vivre un très grand nombre de personnes et je trouvais que les décisions qui étaient prises autour du cheval étaient parfois plus rationnelles qu'autour des petits animaux où il y a énormément d'émotions qui rentrent en jeu. Et donc j'aimais bien le côté professionnel, sportif, équitation et cheval. Et aujourd'hui, après toutes ces années de métier, c'est-à-dire de côtoyer quotidiennement les chevaux, c'est important pour toi? Les chevaux? Oui. Ah ouais. Je pense que c'est... tu sais, on parle dans certaines euh, croyance d'animal totem, et je pense que le cheval, c'est mon animal totem. Du coup, au quotidien, bon, tu vas dans les écuries, tu es le vétérinaire et tout, mais alors, comment tu les abordes, les chevaux? Quel rapport tu dirais que tu as avec tes patients? Quasi amoureux, je pense.
C'est-à-dire que, alors je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai dû faire une consultation sur un cheval. Et tu sais, tu as toute la théorie, la science en tête, etc. Et tout à coup, tu te retrouves devant un animal. Et là, tu te dis, en fait, je connais rien. Il faut vraiment que je réapprenne à sentir les choses avec les 5 sens et à être plus créatif et plus imaginatif dans mon rapport avec le cheval. Et donc, je me suis dit, bah, la prépa et l'école vétérinaire, c'est très bien, mais c'est pas le bagage essentiel qu'on doit porter avec soi quand on va voir un cheval. Et l'équitation a beaucoup aidé dans ce sens-là, puisqu'on arrive à lire les chevaux un peu différemment, je pense, quand on les voit. Donc, plus tard dans ma carrière, un jour où j'attendais une propriétaire qui était en retard, j'étais 5 minutes devant le box du cheval, et là je me suis dit, mais en fait, rappelle-toi pourquoi tu as fait ce que tu as fait. C'est vraiment par amour pour l'animal. Et donc j'ai commencé une conversation avec le cheval, communication non verbale évidemment, et là ça a ouvert tout un nouveau pan de ma pratique vétérinaire. C'est-à-dire que de cette conversation, j'ai réussi à obtenir plus d'informations sur comment le cheval se sentait, puisque je regardais la manière dont il se tenait, la manière dont il interagissait avec moi, en l'absence de sa propriétaire. Et je me suis dit, c'est vraiment ça qu'il faut entamer. Et donc, souvent, quand je vais voir un cheval, la première chose que je fais, c'est abstraction du propriétaire et vraiment orienter vers ce que le cheval communique de manière corporelle, puisque c'est le langage des animaux. Donc dans ce rapport amoureux, est-ce que du coup, il y a des chevaux qui te disent: «Oh toi je t'aime, tu vas me soigner», et puis d'autres qui te disent: t'as pas rien d'autre à soigner, quoi, tu m'emmerdes». Mais c'est Comment tu vraiment vis ça? étonnant parce que là aussi, quand tu arrives en toute détente, tu sais, quand tu viens en paix et que tu n'abordes pas le cheval de manière trop frontale, du style je te mets le licol, je te prends la corde et puis je t'examine, je te touche sans avoir dit bonjour et avoir fait une introduction, je trouve que ça se passe beaucoup mieux. Donc en général, j'aime bien, avant que le propriétaire ou le groom interagisse avec le cheval, d'avoir juste un moment où je suis à l'entrée du box, la porte ouverte, et que le cheval vienne de lui-même. Et en général, ça se passe beaucoup mieux. Et l'autre jour, j'ai eu un cheval qui a eu des problèmes des voies respiratoires supérieures, qui a été opéré à multiples reprises. Donc on a fait beaucoup d'endoscopies. Et je me suis dit, le cheval, il va me voir, il va en avoir ras-le-bol, il va baisser les oreilles et me dire, toi, va te faire voir ailleurs. Et finalement, bon, on a fait l'examen, il a été très compliant, très facile. Et puis après, j'ai discuté avec le cavalier de ce qu'on avait trouvé, en restant dos au cheval, mais près de sa tête. Et il est venu poser sa tête sur mon épaule et commencer à me chatouiller un peu le cou. Et là, je me suis dit, ah bah c'est sympa, il m'en veut pas. Et c'est ce rapport-là que j'essaye d'avoir. Et parce que donc toi, enfin ta pratique, tu vois beaucoup de chevaux athlètes, que ce soit des chevaux de sport, des chevaux de course. Tu les vois comme des athlètes heureux, les chevaux de sport, c'est sportif? Ça dépend lesquels. Mais c'est vrai que quand ils sont bien dans leur environnement, avec des cavaliers qui sont attentifs et respectueux, avec des grooms qui s'en occupent, puisque les chevaux de sport en général, ils sont un peu dans du coton. Je pense que ce sont des chevaux qui aiment ce qu'ils font, vraiment. Vraiment. Et du coup, comment tu gères? Parce que ta perception, on va dire, de la bientraitance, du mal-être, bien-être quand tu vas dans une écurie, comment tu gères cette perception? Euh, j'ai la chance d'avoir une casquette de spécialiste et en général, donc, quand les gens m'appellent, c'est parce que ils ont eu des démarches infructueuses avant et donc ils sont beaucoup plus à l'écoute, je pense, que avec leur vétérinaire de première ligne qui a probablement donné les bons messages et les bonnes indications, mais qui est moins écouté. Et donc ça me donne un pouvoir de persuasion sur ce qu'il y a à faire pour améliorer le statut du cheval. Donc
Le bien-être du cheval, ça passe par une écurie qui est agréable pour le cheval, une gestion de l'alimentation qui est rationnelle et adaptée à la physiologie du cheval. Ça passe par un travail aussi en harmonie avec le cavalier. On fait beaucoup de tests à l'effort sur les chevaux, et donc quand on regarde les chevaux travailler, on voit très bien quelle est l'interaction avec le cavalier. Et ça donne aussi plein d'indications. Et ça m'est déjà arrivé d'utiliser le côté médical pour donner des conseils d'équitation. Alors je ne me prétends pas être un prof d'équitation ou un moniteur exceptionnel, mais c'est juste pour dire il faut arrêter de faire ceci avec le cheval. C'est un prétexte médical pour être l'avocat du cheval. Exactement. Et forcément, sur le plan médical, les choses vont mieux et plus vite si on a cet aspect-là qui est pris en compte aussi. Si on prend l'exemple, par exemple, oui, les ulcères gastriques, c'est quelque chose qui est associé au stress. Si on ne soigne qu'avec des médicaments, on va passer à côté de la prévention. Et donc, il faut gérer l'alimentation, mais il faut aussi gérer le contexte de confort du cheval et de stress du cheval dans l'écurie. Alors ça fait beaucoup d'informations parfois pour les propriétaires, mais on le met bien par écrit et on fait un suivi, et quand on fait le suivi, on reprend le cahier des charges qu'on avait mis en place en disant est-ce que vous avez bien fait ceci, est-ce que vous avez bien fait cela, et du coup ça responsabilise aussi le cavalier ou le propriétaire en disant moi je fais ma part, mais vous avez aussi votre part à faire. Super. Est-ce que tu te souviens, on a bien compris que tu étais une petite fille qui rêvait de soigner les animaux. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es trouvé, on va dire, immergé dans un milieu vétérinaire, où tu as vu un vétérinaire travailler, tu t'es dit, waouh, c'est ça que je veux faire. Je me souviens très bien, c'était alors pas petite fille, mais c'était en deuxième année vétérinaire. J'étais à l'université de Cornell. On devait faire un stage en recherche, laboratoire de recherche. Et du coup, j'avais entendu qu'à Cornell, il y avait un centre de médecine sportive, et je me suis dit, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Et j'ai vu un pur sang sur le tapis roulant, lancé à vitesse maximale, avec des électrodes pour pouvoir capter la manière dont les muscles laryngés fonctionnaient, laryngés et pharyngés. Et je me suis dit, ça c'est extraordinaire, c'est exactement ça que je veux faire, c'est à la fois travailler sur l'athlète de haut niveau et comprendre comment il fonctionne pour pouvoir mieux le soigner. Et j'ai eu la chance que, à l'époque c'était Norme Ducharme qui travaillait là. Je ne savais pas qui il était quand je suis arrivée, parce qu'il n'y avait pas Internet, et donc on ne pouvait pas googler les gens. Et il me parlait de déplacement du voile du palais. Je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est, vous pourriez me réexpliquer. Alors il m'a très gentiment et très patiemment réexpliqué. Et je me suis rendu compte quelques années plus tard que c'était le ponte du déplacement du voile du palais qui m'avait tout simplement expliqué les choses. Et là aussi, ça a été une révélation, parce que je me suis dit, que des gens aussi géniaux que Norme Ducharme soit aussi humble dans son approche et aussi accessible, c'est ça qu'il faut. Ouais. Donc voilà le point de départ de cet amour pour la médecine sportive. Donc tu as fait ton parcours à l'université de Liège, si je ne me trompe. Alors j'ai fait mes études à Alfort. Je dois être une des seules Belges à avoir suivi le parcours français à contre-courant. Mais c'est parce que j'avais rencontré mon mari. J'ai mal lu ton CV. Ah mince alors. Non, j'ai fait mes études en France, et du coup, passer par la prépa et tout. Moi, j'étais bonne élève, donc je me suis dit je vais tenter. Ça a été dur pour moi parce que j'étais bonne élève, mais j'étais pas bonne en maths ou en physique, donc ça c'était plus dur. Mais en fait, j'avais envie de rester en France pour des raisons amoureuses. Toujours, on en revient toujours à ce mot-là. Mais voilà, et je crois que ça me correspondait bien aussi, parce que le cursus belge, c'est plus une course de fond, alors que en France, c'était voilà, une fois que tu as passé le cap de la prépa, c'est finalement assez facile d'avoir ces examens d'année en année à Alfort. Et ça reste un bon souvenir, ces années alforiennes. les années alforiennes, oui. La prépa moins, mais les années alforiennes, oui. Et alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans ta pratique quotidienne, quelques années plus tard, qu'est-ce qui reste?
qu'est-ce qui reste de tes études? Le réseau, déjà, tous les vétérinaires que j'ai côtoyés, ou les vétérinaires en devenir, sont restés des amis ou des contacts. Euh, Ça, je pense que c'est important aussi pour une pratique, une carrière. Et puis, bah, c'est toujours souvenir des cours d'anatomie de Jean-Marie et Nathalie Denoy. Parce que j'ai une fibre un peu artistique, et donc de les voir dessiner à main levée au tableau tous les organes de tous les animaux sous n'importe quelle face, j'étais vraiment fascinée. Et je crois ils sont tellement passionnés par ce qu'ils font qu'ils arrivent à transmettre aussi ce goût pour l'anatomie. Je ne sais pas si tu as sûrement vu des bronzes que fait Jean-Marie aujourd'hui. On voit, il a cette connaissance parfaite de l'anatomie qui est sublimée dans une œuvre d'art, c'est extraordinaire. Ouais, tout à fait. Et donc, si on devait dire que tu es un professeur de ton cursus qui t'est particulièrement marqué, du coup, ça serait Jean-Marie, ou il y a d'autres professeurs qui ont été des... Non, je pense que c'était Jean-Marie. Jean-Marie qui était très exigeant, évidemment. Enfin, pas tout le monde l'appréciait parce qu'il était assez dur, mais je me souviens, on était un petit groupe d'étudiants intéressés vraiment par le cheval. Et donc, on allait à la clinique équine et puis regarder les radios et poser des questions. Et puis, du coup, il demandait qu'on réponde du tac au tac sur quelle était telle structure anatomique, etc. Et puis, quand on arrivait au bout de ce qu'on connaissait, il disait pas, allez, vous sortez maintenant et vous allez réviser. Donc, oui, il était exigeant, mais d'un autre côté, ça nous a vraiment tiré vers le haut. Donc, c'est ça que je retiens. Et j'ai eu la chance après de pouvoir travailler au CIRAL, donc c'était aussi... Et du coup, comment ça s'est fait, sortie de l'école, le choix de partir du côté académique au départ? Comment ça s'est... En fait, suite à mon stage à Cornell, je me suis dit que j'ai vraiment envie de faire de la médecine du sport. Et ma grand-mère habitait à Liège. Et elle me dit, mais tu sais qu'il y a un centre de médecine sportive du cheval à Liège. Et donc j'ai été trouver le professeur Lequeux, à l'époque, qui travaillait au département de physiologie. Et j'ai dit, j'aimerais bien travailler avec vous. Parce que, voilà, on doit faire une thèse, entre guillemets, de fin d'études. J'ai envie de faire ça dans le domaine de la recherche. Est-ce que vous auriez un sujet que je pourrais prendre? Alors il m'a regardé de haut, il m'a dit, tu sais, nous on ne prend pas les Français, nous on veut des gens qui sachent mouiller leur maillot. Alors j'ai dit, ça tombe bien, je suis pas française, je suis belge, et je viens de Liège. Donc il m'a donné une chance, on a choisi un sujet ensemble, et ce sujet-là, c'était la validation d'un système pour mesurer la fonction respiratoire chez le cheval. Et c'était un prototype. Et finalement, ça a très bien marché. Et il a proposé que je fasse une thèse de doctorat, thèse de 3e cycle. Et la recherche m'intéressait vraiment pour nourrir cette curiosité intellectuelle permanente. Et donc on est parti là-dessus. Et c'était bien parce que d'un autre côté, je me suis mariée, on a beaucoup voyagé, mon mari et moi, pour son boulot à lui, et ça m'a permis, en étant inscrite en thèse de 3e cycle, d'aller me former, quand on était en Suède, à Uppsala, quand on était aux États-Unis, retourner à Cornell, quand on était à Londres, au Royal Vet College. Donc c'était un peu le rêve, quoi. Et est-ce que tu dirais que finalement, malgré tout, tu as eu un plan de carrière que tu as un peu amendé au fil des événements, ou tu es un peu une surfeuse, quand tu vois une bonne vague, tu la prends, et puis... Je savais que j'avais envie de faire le cheval, donc à la fin de mes études, c'est ça que j'avais décidé, et puis la médecine du sport. Et donc ça, c'était ma ligne directrice. J'ai fait des stages dans des cliniques privées, où j'ai compris que le fait d'être une jeune femme tout juste mariée était un problème, et que j'allais pas être engagée et que j'allais pas pouvoir développer tout ce que j'avais envie de développer du fait de ce statut particulier. Et donc ça a un peu déterminé aussi comment je me suis orientée. Donc je me suis dit, euh, finalement, peut-être qu'une spécialisation me permet
de m'épanouir davantage et de m'extirper de ce statut qui pouvait être un handicap dans certaines situations. Et, euh, et puis, j'ai passé quand même plus de 10 ans en milieu académique. Et à un moment donné, j'ai senti que j'arrivais au bout de ce que je pouvais faire là-bas. Il y avait beaucoup de politique. Et là, j'ai pris la décision de quitter le milieu académique. Ça n'a vraiment pas été facile parce que j'avais jamais vraiment travaillé en pratique privée. Et donc de lancer ma propre pratique, ça a été un peu un défi. Et je me suis dit, si je me plante, je me plante, mais au moins j'aurais essayé. Alors, c'est amusant parce qu'en fait, tu précèdes le déroulé des questions Ah. que j'avais imaginé. Mais non, mais c'est bien. C'est bien. Et est-ce que tu en as des regrets d'avoir de ce switch Pas du tout. Aucun. Pas du tout. J'ai eu l'impression de sortir d'une vision un peu tunnel à une vision à 360 degrés, en me disant, mais évidemment, telle chose est ultra importante pour la santé du cheval, entre autres l'environnement, puisque je faisais beaucoup de respiratoire, et je me suis dit, mais en fait, je suis passée à côté de plein de choses parce que on m'amenait les chevaux en clinique et je voyais pas du tout leur contexte de vie. Je voyais pas la manière dont l'écurie était gérée. Je voyais pas dans quel contexte le cheval était monté, travaillé, partait en compétition. Et donc ça a été un bonheur parce que j'ai découvert encore plein d'autres choses sur lesquelles on pouvait travailler pour améliorer la santé des chevaux. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'Equine Sport Medicine Medicine. Practice? De mon bébé. C'est ça. Et ben, quand j'ai quitté l'université, je savais pas faire grand-chose d'autre que de la médecine du sport, mais du côté de la médecine interne. Donc c'était quand même très niche. Et je me suis dit, peut-être que ça peut être un modèle à exploiter. Ça il y avait une correspondance avec l'arrivée de systèmes portables qu'on pouvait mettre sur le cheval, l'endoscopie à l'effort, alors qu'avant on avait besoin d'un tapis roulant. Les ECG et la télémétrie, avant on avait besoin d'accrocher le cheval à une machine, là plus du tout. Donc tout ce que j'avais fait autour du cheval au travail, à l'université avec le tapis roulant, je pouvais maintenant développer quelque chose sur le cheval monté sur le terrain. Et donc je me suis dit, ça c'est super intéressant aussi, parce que il y a une autre dimension. Mais je savais pas s'il y avait un marché pour, est-ce que les gens allaient le demander. Et c'est là que le réseau a été super important, parce que quand les gens appelaient pour demander un examen, je leur disais, je travaille plus à l'université, voilà le numéro de téléphone du secrétariat de l'université, ou bien je peux venir chez vous et faire ces examens. Et alors du coup, de fil en aiguille, ça s'est développé. Et comme je pense que j'ai eu la chance de travailler dans un département de physiologie où tu cherches à comprendre la fonction. Pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas juste à faire un diagnostic et à mettre en place un traitement, on cherche à comprendre pourquoi les choses se produisent. Et donc de remonter à la racine du problème en essayant de comprendre comment la pathologie se développe, ou quels sont les facteurs de risque, etc., ça me donnait beaucoup plus d'éléments sur lesquels travailler de manière efficace. Et puis, comme j'aime bien comprendre les choses, à chaque fois que je mettais en place quelque chose de nouveau ou bien que j'avais un cas un peu particulier, systématiquement, je reprenais mon téléphone en disant comment est-ce que ça va, et si ça n'allait pas, retournez voir. Donc je crois que c'est ça aussi qui a fait le succès de Equine Sport Medicine Practice, parce que c'était essayer d'aller au fond des choses et vraiment d'accompagner le couple cheval-cavalier. Donc aujourd'hui, vous êtes 3 vétérinaires, une secrétaire. C'est quoi l'équipe? J'ai 3 assistantes et on est 3 vétérinaires. Et là aussi, je pense que mon but au départ, c'était pas d'avoir un business qui soit... Voilà, je voulais juste être en équilibre sur le plan budgétaire. Et donc, quand j'étais un peu dépassée par tout ce qui était secrétariat, donc faire les factures, faire les relances, la comptabilité et tout, je me suis dit ça, je vais le déléguer.
Et ça m'a laissé beaucoup plus de temps pour faire ce que je savais faire, parce que la compta, je ne sais pas trop faire. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, c'est ça un bon modèle aussi, c'est de se concentrer sur ce qu'on sait faire et pas de dépenser son temps à faire des choses où on n'est pas bon et qu'on peut déléguer à quelqu'un d'autre. Donc maintenant, tous les membres de notre équipe, je pense qu'elles, il n'y a que des femmes, mais c'est pas volontaire particulièrement, mais elles sont toutes indispensables à la, au bon fonctionnement. Si j'avais pas Emma qui conduit, qui m'accompagne au jour le jour, ce serait vraiment difficile au quotidien. Si j'avais pas, j'ai deux maris aussi qui sont dans la back-office, elles sont indispensables au bon fonctionnement. Et j'ai une entière confiance dans les vétérinaires avec qui je travaille. Et on essaye toujours d'avoir non seulement des réunions sur le fonctionnement logistique de la pratique, mais aussi beaucoup sur le plan scientifique, les cas qu'on a vus, comment est-ce qu'on peut améliorer. On fait des journal club, enfin. Juste pour que ça soit bien clair pour tout le monde, deux maris sont deux salariés qui s'appellent Marie. C'est ça. Hein, très bien. Oui, j'ai pas de mari. Et du coup, comment tu définirais, comment tu parlerais de la philosophie de travail de ton entreprise? Euh, je pense qu'on est une entreprise qui est très flexible et il y a beaucoup de travail, mais euh, les vétérinaires peuvent s'organiser comme elles veulent. C'est-à-dire qu'elles ont une quasi totale liberté pour organiser leur semaine. Et je crois que Faith Airworth, qui travaille avec moi, a une petite fille qui a 1 an et quelques maintenant. Pour elle, c'est important de pouvoir organiser les journées aussi pour avoir une journée ou deux avec sa fille, pouvoir rentrer à certains moments à temps pour aller la chercher à la crèche, etc. Et donc, elle organise sa semaine comme elle l'entend. Donc ça, je crois que tant que les choses sont faites par ailleurs, donc je crois que c'est cette grande flexibilité. Et puis, surtout, en regardant un peu avec une certaine distance, c'est aussi le service. C'est-à-dire que le côté médical est évidemment essentiel, mais il y a le côté aussi suivi. Je crois que les gens ont besoin d'être pris en main et de sentir que on va les aider, voilà, et que ils sont pas ils sont pas tout seuls et on va essayer de trouver une solution. Et donc, ce beau bébé SMP, de quoi tu es le plus fier? Ah, écoute, je crois que c'est la réussite déjà qu'on ait construit quelque chose avec plusieurs vétérinaires. Mais surtout, je crois aussi, c'est d'avoir la confiance des cavaliers de très haut niveau. Parce que là, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si on traîne, si le cheval va pas bien, c'est économiquement difficile. Ils ont énormément de pression sur les épaules. Et donc, c'est ce challenge d'aider le cheval au maximum, en faisant ce qu'on peut, hein, évidemment, mais voilà, en essayant de trouver des solutions très concrètes pour que le cheval soit fonctionnel, euh, et surtout qu'il le soit pour la totalité de sa carrière. Parce que on est basé en Belgique, on voit beaucoup de chevaux de sport. Ce sont des carrières qui sont longues. Et donc, c'est pas le tout de soigner ponctuellement un problème. C'est vraiment de, de les aider sur le long terme. Ça, je trouve ça super intéressant et c'est ça dont je suis fière. Très bien. Alors donc, vous avez liberté d'organisation Et donc, comment sont organisées les semaines d'Emmanuel? En général, alors c'est vraiment à la demande des clients aussi, c'est-à-dire que si il y a des échéances proches, les Jeux Olympiques par exemple, alors là on a beaucoup de boulot et il n'y a pas tellement de flexibilité pendant ces périodes-là, mais sinon c'est essayer de regrouper les chevaux en fonction de leur localisation géographique pour ne pas se déplacer non plus inutilement très très loin. Et puis j'essaye, si c'est possible, d'avoir quand même 1 ou 2 journées où je puisse euh, me consacrer à répondre au téléphone, à faire des rapports, une fois que ça c'est fait, aussi de m'occuper de me tenir au courant des
des dernières publications scientifiques, parce que je crois que c'est ça aussi qui maintient mon envie de continuer et de m'intéresser, c'est justement de savoir ce qui se fait en humaine, par exemple, et de savoir si on peut traduire ça d'une manière ou d'une autre chez le cheval, et peut-être trouver quelque chose de plus à faire. Une petite pépite. C'est ça. Et est-ce que la gestion du temps, pour toi, c'est un de tes points forts? Est-ce que tu as des petits secrets que tu voudrais partager avec, notamment, je pense, avec les jeunes vétérinaires qui, pour certains, souffrent, on va dire, de leur charge de travail, du poids des choses. Est-ce que... Euh, je suis peut-être pas le meilleur exemple, parce que souvent j'ai du mal à dire non. Et si ça, c'est quelque chose que j'ai appris plus tard dans ma carrière, c'est que c'est important de dire non. Et quand on te propose quelque chose ou on te demande quelque chose, c'est de se dire, si j'accepte ça, quel impact est-ce que ça va avoir sur le reste de ma semaine, de ma journée ou de mon année? Est-ce que je vais me faire bouffer par ça? Est-ce que je vais le regretter? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre si j'avais pas accepté ça, etc. Donc cette réflexion-là, je l'ai davantage maintenant, alors que je l'avais pas trop avant. Et on a fait un séminaire ensemble sur être mère et être vétérinaire. Et on avait une super coach qui demandait comment est-ce que se répartissait en 24 heures le temps pour le boulot, le temps pour la famille, le temps pour les échanges sociaux avec des amis ou autres. Et je voyais que c'était très déséquilibré, puisque moi j'avais rempli mon fromage avec plus de 3/4 du temps, c'était le boulot. Et en fait, je me rends compte que je trouve mon équilibre dans le travail, j'ai besoin de travailler, que il y a, il y a que la médecine vétérinaire et le cheval qui m'intéressent en fait. Et que si j'ai du temps libre, par exemple on est à la maison, euh, spontanément la chose que je vais faire c'est lire des publications scientifiques. C'est pas me dire je vais faire de la cuisine ou je vais faire de la... Voilà. Je sais pas cuisiner, donc j'ai fait des choix. Non, mais voilà, cet équilibre-là est important. Alors, évidemment, j'ai 3 enfants aussi. Ils sont plus à la maison, mais c'était important de leur consacrer le temps nécessaire. Et je crois que c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Il ne faut pas faire des compromis en disant c'est pas parce que on passe 1 heure de plus à travailler sur un rapport que ça va changer la vie du propriétaire ou du cheval. Il faut essayer d'aller à l'essentiel pour pouvoir aussi avoir du temps pour autre chose, si on a besoin de trouver son équilibre dans autre chose. Et moi, c'était la vie familiale, parce que j'aime beaucoup passer du temps en famille avec mon mari et mes enfants. Mais ça peut être, je sais pas, si on fait du sport, ça peut être faire du sport. Je crois que si on en a besoin, il faut le considérer comme quelque chose d'essentiel à sa santé physique et mentale. Exactement. Alors, tu es quelqu'un qui est très investi aussi dans, on va dire, les conférences, la formation. Tu fais partie de l'équipe première de Vet Masterclass, et cette année, tu as coordonné toute une équipe de filles pour faire une formation de médecine interne. Euh, donc, quel sens ça a pour toi? Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette notion de transmission? C'est plus l'échange, je crois, parce que j'apprends autant en enseignant que qu'en écoutant. Tu vois, enfin, je trouve que là, la formation qu'on a fait en médecine interne, j'ai appris plein de choses. Et puis, ça m'a fait plaisir parce que j'ai plusieurs des intervenantes qui ont dit ah, j'ai appris quelque chose aujourd'hui aussi. Donc, quel que soit le niveau qu'on est, je crois que on est toujours en train d'apprendre. Et ce que j'aime aussi, c'est d'être au contact. L'autre jour, j'ai fait une formation en Angleterre et j'avais des vétérinaires mixtes. Et ben, j'ai trouvé ça génial parce que du coup, ils ont un abord de la médecine vétérinaire qui est un petit peu différente et ça m'a appris des choses aussi. Donc, moi, j'aime bien transmettre ce que je sais. Euh,
non pas que j'aime bien m'écouter parler, on en parlait tout à l'heure, mais c'est pas ça qui est important, c'est de lancer une idée, puis de voir quelle est la perception que les gens en ont, et quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, et du coup, ça te permet d'adapter aussi ce que tu racontes, et puis peut-être d'aller creuser dans un autre domaine. Super. Si tu vois beaucoup de jeunes confrères, ou des confrères de tous les âges, mais on va dire aujourd'hui, peut-être qu'il y a une crise du sens pour les jeunes vétérinaires. Est-ce que tu aurais un message ou un conseil que tu aurais envie de faire passer à l'occasion, puisque tu as la parole dans ce podcast, pour ces jeunes vétérinaires qui sortent de l'école ou qui viennent de s'installer? Je pense que c'est ne jamais oublier pourquoi on a choisi de faire ce qu'on fait. Retourner, moi, comme je t'ai dit au début du podcast, je me suis posé la question de pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. C'était vraiment par l'amour des animaux, ou du cheval en l'occurrence. Et donc, cette petite étincelle qui nous a fait choisir les études vétérinaires, passer des examens, aller en prépa, etc. Si elle n'a pas été éteinte par toute une série d'épreuves, c'est qu'elle est importante, et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour la garder active? Et parfois, ça demande de revoir ses priorités, de faire des choix, de faire peut-être moins mais mieux, ou de se consacrer à une branche de la médecine vétérinaire auquel on est le plus attaché. Donc ne pas vouloir tout faire, et puis surtout ne pas se laisser bouffer non plus par d'autres choses. Je pense qu'il faut savoir, oui, voilà, poser des limites. Ça, je l'ai appris, comme je te l'ai dit, plus tardivement, mais je crois que c'est important aussi pour se préserver cette étincelle. Je pense que je sais pas si elles s'éteignent réellement. Après, je pense qu'elles peuvent être recouvertes d'un tas de choses. Oui. Moi, je suis frappé de voir quand même que on voit des gens à tous les âges, mais même à 50 ans, à 60 ans, qui vont puiser un énorme bonheur et du sens à réussir à se reconnecter à une émotion ou à une aspiration qu'ils ont eue tout petit. Et je pense que après, parfois, le monde, les informations qu'on reçoit, y compris dans les écoles vétérinaires, font que, voilà, ouais, je suis vétérinaire, j'aime les animaux, c'est un petit côté ridicule. On fait taire peut-être un peu ce petit enfant en soi, et en faisant ça, je crois qu'on se coupe du plaisir, qui est quand même un gros moteur. Exactement, exactement. Il faut, comme tu dis, c'est très bien dit, c'est conserver le plaisir de faire ce qu'on fait. Et moi, j'ai pas peur du ridicule, en fait. Et donc, parfois, je parle aux chevaux. Je pense qu'il faut, oui, je pense que c'est bien de se souvenir de ce qui nous a fait faire les choses, mais je crois aussi qu'on peut se dire, et si je le faisais vivre dans mon quotidien? Moi, c'est ce que je disais aux étudiants quand j'étais enseignant à l'école vétérinaire. Je dis, n'oubliez pas ce qui a fait que vous avez choisi ce métier, parce que sinon, vous risquez de vous emmerder toute votre vie. Alors que simplement, parfois en conscientisant les choses, ça change tout. Et c'est parfois comme ça, quand j'ai des stagiaires, quand on est dans une écurie, je m'arrête, je fais waouh, c'est notre bureau pour aujourd'hui. Ouais, c'est ça, exactement. C'est une chance extraordinaire, quand même, d'être au contact de la Absolument. nature et des chevaux au quotidien, de voir le soleil se lever et se coucher, enfin, d'aller se balader en forêt pour aller voir les chevaux de course à la piste, enfin. Bon, je vois que tu es une vétérinaire heureuse, aussi une maman heureuse. Très, ouais, très. Je suis très fière de mes enfants. Totalement objectif, évidemment, comme commentaire. Et eux, alors, à ton avis, tes enfants, ils ont quelle vision de ce métier de vétérinaire? Eh ben, on en a parlé, parce que évidemment, en tant que maman, on a toujours une certaine culpabilité. Alors, je sais pas si ça s'applique au papa ou pas, mais en tout cas, à chaque fois que tu quittes tes enfants le matin, quand ils sont petits, en tout cas, tu te dis, oh là là, je devrais être avec eux plus, peut-être que je devrais faire les choses différemment et m'en occuper. Puis tu vas bosser, et tu culpabilises de les avoir laissés. Et puis quand tu es avec eux, tu te dis mince, j'ai quand même du boulot, quand est-ce que je vais faire ce boulot, etc. Donc il y a cette espèce de déchirure intérieure qui est assez compliquée à naviguer, je trouve. Et donc il y a eu quand même une grosse transition au moment où je suis passée
du milieu académique où j'avais des horaires assez faciles, à la pratique où c'était plus difficile à gérer, à naviguer. Et donc j'ai posé la question aux enfants, est-ce que vous avez souffert ou est-ce que vous avez ressenti le fait que j'étais moins présente, est-ce que ça vous a pesé? Et en fait, ils ont dit non, papa a pris un peu plus le relais à partir du moment où tu as travaillé en pratique. Donc je pense que le fait d'avoir un conjoint qui était très présent était essentiel. Et essentiel pour mon équilibre aussi. Et puis, ils m'ont dit, on est plutôt fiers d'avoir une maman qui aime son métier, qui aime travailler, qui a réussi. Et voilà, il n'y en a aucun qui est devenu vétérinaire. Alors je ne sais pas si c'est révélateur de quelque chose ou pas, mais en tout cas, ils ont conscience que c'était du boulot. Mais quand ils voient probablement l'équilibre que j'ai trouvé, je pense que voilà, ça leur j'ai des rapports très, très sereins avec eux. Il n'y a pas d'animosité par rapport au fait que j'ai beaucoup travaillé. Alors, tu nous as dit au début, en parlant de l'anatomie, que tu avais une fibre artistique. Tu as un mari qui, après bien des années dans la finance, a fait un switch, et puis aujourd'hui, il est dans l'art, il est dans la photo. Il y a une frustration pour toi de ne pas faire vivre, on va dire, ta vie d'artiste, à moins que, en fait, tu vas m'apprendre que tu exposes en ce moment dans une galerie. Non, mais je pense que c'est quelque chose. En fait, juste après notre mariage, on est parti à New York parce qu'il devait faire une formation en finance. Et moi, j'étais à la maison. Alors c'était un peu le rêve parce qu'on était voilà, tout frais payé à New York. Mais seulement, bon, après avoir visité les musées et tout et fait le tour de la ville, je commençais un peu à tourner en rond et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire maintenant que je ne pourrais pas faire plus tard de manière aussi investie. Et j'ai pris des cours de dessin. Et donc tous les matins, j'allais dessiner des nus. Et franchement, j'ai trouvé ça important parce que et complémentaire à ce que je fais maintenant, c'est-à-dire cette observation du corps, à la fois le côté anatomie, mais l'émerveillement de la beauté des choses. Et je crois que même si je pratique plus le dessin maintenant, ou en tout cas aussi régulièrement, ce besoin d'être au contact du beau, et le beau il est partout, la beauté elle est partout, c'est très important. Donc c'est s'émerveiller devant, je sais pas, un arbre centenaire, s'émerveiller devant le galop d'un cheval, des choses comme ça c'est des choses qui sont belles. Et souvent, mon mari et moi, le week-end, on va voir des expos parce qu'on a besoin de cette résonance intérieure avec l'art. Qu'est-ce que tu aurais pu faire comme autre métier si tu n'avais pas été vétérinaire? Je sais pas. J'ai jamais réfléchi. J'aurais pas pu être cavalière parce que j'étais pas très bonne cavalière. Je crois que c'est pour ça aussi que je me suis orientée vers le métier de vétérinaire. Mais non, franchement, je crois que je suis en phase avec qui je suis et ce que j'ai choisi. C'est vraiment la vocation, une vocation, Voilà, une vraie vocation. Et après, ces 25 années de carrière, pour l'instant, quelle leçon tu aurais envie d'en tirer? Ou pas? Qu'il faut persévérer. Quand on a une idée en tête, il faut la poursuivre. Et que j'étais beaucoup plus... je me remettais beaucoup en question avant. Et ce que les autres pensaient, j'y accordais peut-être trop d'importance. Et c'est ça le bonheur aussi de vieillir, c'est de plus d'être armé contre ce que les gens pensent négativement de soi. S'ils sont pas contents, ils sont pas contents. En fait, je m'en fiche. C'est quoi ta plus grande surprise dans cette carrière de vétérinaire? C'est d'avoir réussi. Je crois que parce que je l'ai pas fait pour en arriver là où je suis aujourd'hui. C'est arrivé en faisant quelque chose que j'adore.
Et donc, c'est que du bénéfice et que du bonheur. Mais voilà, j'aurais pas imaginé pouvoir soigner les chevaux que je soigne aujourd'hui. Et donc, ça, je suis reconnaissante de pouvoir faire ça. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote récente qui, pour toi, fait sens, qui t'a fait, au moment où ça fait, te sentir heureuse dans ton métier? Et ben, pas plus tard qu'hier, en fait. C'est, j'ai été voir un très bon cheval de complet qui a été suivi pendant très longtemps pour des problèmes respiratoires récurrents et qui rechutait systématiquement et puis commençait à perdre du poids et puis ça n'allait pas, etc. Et, euh, et en fait, en voyant le cheval, je me suis dit, j'ai eu une intuition sur un problème cardiaque. J'ai écouté le cœur et j'ai entendu, non pas un souffle, mais un bruit surnuméraire qui sont physiologiques chez les chevaux, mais qui peuvent indiquer aussi de l'hypertension pulmonaire. Et en fait, ce cheval asthmatique chronique avait développé ce qu'on appelle le cœur pulmonaire, c'est-à-dire une hypertension au niveau du cœur droit. Et donc, si on ne règle pas ce problème-là cardiaque secondaire au problème respiratoire, on tourne en rond. Et c'est ce qui s'est passé chez ce cheval-là. Il était soigné pour un problème respiratoire, mais le problème cardiaque secondaire au problème respiratoire aggravait le problème respiratoire. Et donc, je l'ai vu pour la première fois en septembre. Et là, on est au mois de novembre. Et donc, on a mis tout un traitement en place pour décongestionner le cœur droit. On a refait un test à l'effort sur ce cheval. On avait fait un premier test à l'effort où il était vraiment à bout de souffle, c'est le cas de le dire. Et ce deuxième test à l'effort, il était transformé. Donc fréquence cardiaque, les arythmies ont disparu, les lactates sont rentrés dans l'ordre, le cavalier sent le cheval beaucoup plus présent et disponible, le cheval a repris la condition physique. Et donc je me suis dit, justement, cette connaissance de la physiologie cardio-respiratoire était indispensable à la résolution d'un problème qui n'était pas évident à résoudre. Et donc d'avoir réussi par cette connaissance à la fois physiologique et scientifique, et en mettant ça en accord avec le cheval que je voyais devant moi et que j'examinais, avoir résolu le problème, c'était vraiment hautement satisfaisant. Donc c'est parce que ça mettait tout ce que j'ai construit ensemble. Je crois que ça aussi c'est important. C'est à chaque fois qu'on prend une décision, qu'on avance, c'est de pouvoir utiliser ce qu'on a fait précédemment pour continuer à progresser et de pas avoir des cassures parce qu'on porte un bagage qui peut être vraiment utile à long terme. La richesse de l'expérience. Ouais. Est-ce que tu as rencontré un grand échec ou des périodes de grandes difficultés dans ta carrière et comment tu les as traversées? Je crois que il y a eu plusieurs points comme ça. La première fois que j'ai fait un stage, j'étais en troisième. Je vais voir un vétérinaire équin parce que je voulais savoir ce que c'était. Et j'ai trouvé un vétérinaire désabusé, aigri, triste. Et ça m'a vraiment fait peur parce que je me suis dit, si c'est ça le métier de vétérinaire, j'ai pas envie de pratiquer comme ça. Et comme je savais pas ce que je voulais faire d'autre, j'ai une grande angoisse là de me dire, est-ce que... Donc je crois que travailler le bonheur au quotidien était une leçon tirée de ce stage un peu déprimant. Et puis après, après avoir travaillé en tant que stagiaire dans des pratiques privées, m'entendre dire que parce que j'étais une jeune femme, fallait pas s'attendre à ce que je sois engagée. Là aussi, sur le moment, ça a été un moment de désillusion, mais finalement, quand je vois la carrière que j'ai eue, c'était salvateur, parce que du coup, ça m'a permis de faire ce que j'aime, quelque chose de différent. Donc voilà, des choses comme ça. Et puis, au quotidien, on n'arrive pas toujours à ses fins tout le temps. Il y a toujours des cas où on se casse un peu les dents. Et ce que je trouve qui est super important, et ça, le fait de faire partie de plusieurs réseaux, donc Vet Masterclass,
je suis au Collège européen de médecine interne, on a aussi tout un réseau international. On peut poser une question sur un cas en disant « Pour l'instant, j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous avez déjà vu ça, etc. » Et donc, on peut toujours trouver une solution à un problème. Donc, ça aussi, je crois que c'est important. Donc, ça rassure, parce qu'on n'a pas la clé pour résoudre tous les problèmes. Il y a toujours, mais savoir comment on va pouvoir s'en sortir, c'est rassurant. Sur on a bien compris que dans la notion, c'est aujourd'hui très très prégnant, on va dire, pour les jeunes vétérinaires, de trouver le bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Si j'essaie de synthétiser des éléments de réponse qu'on a aujourd'hui, il y a ce côté, en fait, que, on va dire, si la vie professionnelle est heureuse, elle est moins pesante. Dans ton exemple personnel, c'est aussi quelque chose au travers duquel tu t'accomplis au-delà strictement de ce qu'on peut attendre d'une vie professionnelle, parce qu'il y a ce côté vocation. Néanmoins, dans le mot d'équilibre, l'équilibre, c'est quelque chose qui est instable par définition. Donc, quels sont, toi, tes petits repères ou tes bonnes pratiques, on va dire, pour conserver cet équilibre instable par nature entre la vie pro et la vie perso? Je crois que c'est s'écouter aussi. Quand je suis fatiguée, je suis de mauvais poil. Et quand je commence à être continuellement en train de râler, j'ai soit mon mari, soit mon assistante qui me le rappelle. Donc là, je sais qu'il faut peut-être refaire une petite remise au point de comment je gère les choses. Pendant le Covid, on a eu plus de boulot, mais j'ai redécouvert les bienfaits du sommeil. Et en fait, j'ai un gros besoin de dormir. Et si je ne m'organise pas pour aller au lito, parfois c'est difficile. Alors j'ai évidemment la chance de ne pas avoir d'urgence dans le métier que je pratique, donc ça me permet d'avoir plus de sommeil, mais laisser tomber des trucs inutiles comme être sur son téléphone et être constamment sur les réseaux sociaux, ou bien regarder un film qui n'apporte rien. Tu aimes lire? Oui, beaucoup. C'est quoi ton dernier livre de chevet? C'est un livre extraordinaire qui s'appelle Mama's Last Hug, parce que j'aime bien lire en anglais. Et c'est un primatologue qui revient sur la manière dont les animaux communiquent et transmettent des émotions. Et je trouve que c'est très intéressant à la fois à l'échelle de l'animal, mais aussi pour comprendre nos congénères humains. Donc, c'est un super bouquin. Et est-ce que tu as un livre, on va dire, ou quelques livres qui seraient pour toi, qui sont tes références absolues, qui t'ont éclairé ou qui t'ont fait changer et que tu aimerais partager à tous ceux qui nous écoutent? Tu parles plutôt de livres... Des livres, on va dire, qui ont changé quelque chose dans ta vie, ou qui t'ont vraiment éclairé. Le Petit Prince, on en reparlait. Ah oui, bien sûr. Parce que je trouve que, quel que soit l'âge auquel on le lit, on a des choses à en retirer qui sont différentes. Et voilà, donc tous les livres où les gens partagent une émotion, un émerveillement par rapport à le monde en général, je trouve ça toujours des gens intéressants. Et puis les livres sur la neurobiologie, je trouve ça aussi fascinant. C'est plus complexe, mais comprendre comment le cerveau fonctionne, ça c'est quand même quelque chose. C'est sûr. Je me souviens que la première fois que j'ai lu Le Petit Prince, j'étais resté très très scotché par cette problématique du boa, chapeau. Je disais, mais qu'est-ce qu'il veut dire en face? Oui, c'est ça. Mais il a fait un dessin quand même pour expliquer. Oui, heureusement. Très bien. Bon, le mot de la fin. Merci. Merci à toi. Merci à toi. C'était très agréable, conversation, mais aussi très inspirant. Un grand merci. Merci à toi et aimez ce que vous faites. La vie est courte et il ne faut pas s'embarrasser de choses qu'on n'aime pas, il faut essayer d'en profiter. Je crois que c'est Jean de la Roche-Brochard, ça, mais je crois que c'est aussi important d'aimer ce qu'on fait que de faire ce qu'on aime. Merci Emmanuelle. Avec grand plaisir Olivier, merci à toi. Et voilà,
C'est fini pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que cet épisode du Veto du mois vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Avant de vous quitter, je vous invite à retrouver dans la description de cet épisode une petite bio de notre invité et les éventuelles références faites dans l'épisode. Si vous souhaitez nous contacter pour poser des questions, proposer des invités, partager des réflexions, eh bien n'hésitez pas. Vous avez les liens toujours dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée. Encore 1000 merci de nous écouter. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, continuez à vivre votre métier avec passion.